Et bienvenue dans Démol et Débat et bonne épiphanie à tous en ce dimanche. Avec moi aujourd'hui pour tourner cette émission, on retrouve Marc Duzan. Salut Marco. Salut Baptiste, salut Jérôme. Marco, tu as eu la fève ou pas encore? Non, j'ai pas de chance au jeu, moi, non. Très bien. Et on retrouve donc depuis Bordeaux Jérôme Prévost. Salut Jérôme. Bonjour. Alors, on va commencer l'émission tout de suite avec, comme toujours, l'enseignement du week-end. L'enseignement du week-end, il concerne l'USAP qui remporte la bataille des promus et donc une bataille très importante dans la course au maintien. C'était notre coup de gueule la semaine passée. L'USAP qui, selon nous, faisait trop d'impasse entre deux fenêtres européennes d'une compétition qu'ils ne jouent pas. On leur avait reproché de ne pas avoir tenté le coup au Stade français qui était affaibli également. Il y avait un coup à faire là-bas, ils ne l'avaient pas tenté. Pour tenter le coup à Biarritz, et on avait conclu ce coup de gueule en disant que s'ils faisaient le coup à Biarritz, on les applaudirait. Jérôme, on peut les applaudir. Les Catalans, ils ont vraiment fait un coup idéal ce week-end. Ben oui, puisqu'ils avaient battu Biarritz au match aller, donc ils ont gagné 2 fois face à leurs concurrents directs. Ils ont fait, à mon avis, un pas vers la place de barragiste et il fallait le faire parce qu'ils ont été menés au score et c'est Melvin Jaminet qui leur offre la victoire à la 76e. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce match, de match engagé, heurté, disputé, et un joueur que j'ai découvert, que je connaissais mal, Tristan Teder. J'ai trouvé très bon côté catalan. Pour l'anecdote, c'était l'ancien Bayonnais qui fait encore des misères au Biarro. Oui, c'est vrai. L'ouvreur qui a été très, longtemps très prêté bon par le hier. Stade Toulousain dans tous les clubs de Pro D2. Qu'est-ce qui t'a convaincu chez ces Catalans hier, Marco? Alors, pour revenir à ta question initiale, l'USAP a remporté une bataille hier, mais la guerre est encore loin d'être terminée. Il y a encore 11 journées, les deux équipes se tiennent à 3 points. Brive est encore loin d'être sauvée également. Enfin, cette lutte pour le maintien, elle va se poursuivre encore des semaines et des mois. Ceci dit, j'avais vu l'USAP une semaine plus tôt contre le Stade français. Je l'avais trouvé très fragile, très tendre dans le combat d'avant. Et là, écoute, ils ont été très forts dans ce secteur de jeu contre Impact Biarro qui est quand même souvent réputé pour sa rudesse et son sérieux. Donc, chapeau aux avants de l'USAP, pour parler un peu du Biarritz Olympique, leur adversaire du jour, j'ai quand même l'impression qu'il y a une erreur de coaching côté Biarro, puisque le staff Biarro a préféré attaquer le match avec Ilian Perrault à l'ouverture. Moi, de mon côté, je crois qu'il aurait été préférable de démarrer cette rencontre avec l'anglais Brett Herron sous les rafales de vent et la pluie d'Aguilera. Ça aurait été, je pense, autrement plus précieux. Herron est davantage connu comme un pur animateur. Ouais. Et donc, c'est Biarro qui perd un match important et qui rate surtout la pénalité de la gagne. C'est justement Brett Herron qui rate une pénalité pas évidente, qui est quasiment à 50 mètres en coin. Mais un peu comme la semaine passée, genre, mais vous avez fait un peu trembler les Girondins dans les dernières minutes. Hier, ils ont failli faire le coup. Ils étaient menés, il me semble, en début de deuxième mi-temps, largement menés 13-22 par les Catalans. Et ils reviennent, ils repassent de 20-23-22. Et c'est Melvin Jaminet qui offre la victoire aux Catalans. Mais c'est Biarro surprennent en fin de match. Il se réveille un peu tard, encore une fois. Ouais, mais vous savez, moi, je ne crois pas aux séries comme ça ou aux permanences. Le contexte de chaque match est différent, l'histoire de chaque match est différente. Donc, je ne crois pas que ce soit un caractère particulier de Biarro. C'est le match qui décide ça. Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, le Biarritz Olympique est donc dernier du championnat avec 20 points et l'USAP qui remonte à la 11e place. Mais voilà, avec les matchs en retard, il y a le RC Toulon derrière eux. Comme tu le disais tout à l'heure, Marco, c'est Abrive désormais qui occupe cette 13e place de barragiste et qui entre pleinement dans cette lutte pour le maintien. Lui qui avait fait un début de saison canon et qu'on pensait être dispensé de cette lutte pour le maintien en fin de saison. On enchaîne, messieurs, avec la question qui fâche. On va passer au match de hier soir, de ce samedi soir, entre le Racing et Clermont. On l'avait dit, victoire obligatoire pour le Racing parce que sinon, ils entreraient dans une sorte de crise. Et au final, les Racingmen se sont imposés. Mais pourtant, est-ce qu'ils t'ont rassuré hier soir? Les Clermontois prennent le bonus défensif. Est-ce qu'ils t'ont rassuré, Marc, hier soir, ces Racingmen? Écoute, le Racing a gagné. Est-ce qu'il a rassuré ses supporters pour autant? J'attends un peu avant de me prononcer. Clermont a pas fait un très grand match hier soir, soyons clairs. Clermont a été pénalisé 14 fois. John O'Gibbs a parlé de la pire performance clermontoise de la saison. Donc, il faut prendre un peu de recul sur la victoire du Racing.
Malgré tout, le Racing va mieux quand même. Hein. Dans le combat d'avant, c'est mieux. Ils souffrent moins en mêlée fermée. Sur les molles pénétrants, ils recommencent à faire mal. Leur leader de jeu s'affirme à nouveau. Kamilcha est redevenu le leader de combat qu'on connaissait. Wenceslas-Loré marche sur l'eau. Maxime Machenaud, malgré un plaquage raté hier soir qui coûte cher, il tourne encore à 90% de réussite au pied. Enfin, il y a des indices qui font croire à un réveil du Racing aujourd'hui. Ouais. Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de ces Racing Men hier soir? Je les ai trouvés fébriles en première mi-temps, en effet, fébriles. Ils sont bien revenus après. Bon, on voyait, je pensais bien qu'ils allaient finir par l'emporter. Après, je crois qu'ils ont au 16e homme, c'est M. Lavanini, je crois, qui a pris un carton jaune, je crois que ça les a aidés. J'ai découvert des joueurs que je connaissais pas trop. Enfin, je connaissais Gibert, mais j'ai bien apprécié son numéro d'agilité en fin de match. Ouais. J'ai découvert M. Emery, que je connaissais pas très bien, qui a marqué un essai en force. J'ai trouvé que Chat revenait bien, même s'il a manqué une occasion. Donc, moi, je pense que cette équipe du Racing, elle est composée de très bons joueurs. Et moi, je pense qu'avec un Finn Russell capable du pire, mais parfois du meilleur, elle peut battre à peu près n'importe quel adversaire. Alors, tu parlais de Gibert, il fait une fin de match exceptionnelle, c'est vrai. Voilà. Il rentre à 10 minutes de la fin, autour d'un ruck, il voit que Sylvani est un peu aspiré sur l'extérieur, il fait de la passe, il perce sur 30 mètres, il évite la touche d'un cheveu, il remet à Wenceslas-Loré d'une passe acrobatique. Enfin, l'essai est magnifique. Ouais. Et là, c'est clairement Antoine Gibert qui sort le Racing d'un mauvais pas. Alors, rendons justice à Antoine Gibert, parce que nous pensions que les entraîneurs du Racing nous le survendaient en le comparant à Frédéric Michalak. Et en fait, il a montré hier qu'il avait un vrai talent proche de Michalak, en effet, dans la créativité, alors qu'on le voyait, nous, plutôt comme un métronome, mais parce qu'on ne voit pas tous ses matchs non plus. Quoi. Il faut lui rendre justice, il a été très bon. Par contre, Jérôme parlait de fébrilité tout à l'heure. Un homme qui peut incarner cette fébrilité, c'est Virimi Vakatawa, qui offre un essai au Clermontois, si je puis dire, Marco. Qu'est-ce que tu penses des retours sur les terrains depuis quelques semaines maintenant de Virimi Vakatawa? Il ne convainc pas vraiment encore, il n'a pas encore retrouvé son tout meilleur niveau international. Tu me poses la question à moi ou à Jérôme? Vas-y Marco, d'accord, du Racing. Écoute, oui, bon, on va pas se mentir, hein, Virimi Vakatawa est loin du meilleur centre du monde qu'il était avant de prolonger son contrat il y a quelques mois au Racing. Mais Virimi Vakatawa est aujourd'hui blessé au genou, il n'est jamais revenu de son opération au genou, il traîne la patte, ça se voit, et il faut, avant qu'il redevienne le joueur qu'il était, il faut qu'il soigne bien son genou, qu'il cure tout ça, et ça ira bien. Enfin, pour moi, il ne fait aucun doute que Virimi Vakatawa sera le 3/4 du 15 de France aux côtés de Gaël Fickou quand la Coupe du Monde de 2023 s'ouvrira prochainement. D'accord, très bien, c'est noté. Et donc le Racing, donc, pour conclure, qui rassure sans convaincre hier soir face à Clermont. Le Racing est désormais 8e avec 40 points et revient un petit peu dans cette lutte pour les 6 qui étaient un peu distancés avant cette journée. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On continue sur les matchs de ce samedi. Et le coup de cœur, Jérôme, il revient pour l'UBB, qui sera donc forcément premier maintenant qu'il a premier. À l'extérieur. Victoire magnifique hier à Brive, le genre de match que nous aimons, sous la pluie, avec un vent terrible, assez peu de spectacle, enfin ce que certains appellent du spectacle, et Bordeaux qui revient en deuxième mi-temps comme un rouleau compresseur. Christophe Rios change sa première ligne, très très bonne décision. La mêlée de Bordeaux termine vraiment à 100 à l'heure, enfin, pour une mêlée, termine vraiment très très fort le match en obtenant des pénalités. Maxime Loukou a fait un match magnifique. C'était très bien. D'autant plus que Brive a vendu chèrement sa peau. Je vous recommande les 2 essais brivistes. Ils sont magnifiques. 2 essais de 3/4. Donc, la victoire de Bordeaux, elle représente vraiment quelque chose de fort. Ouais. Tu parlais, Jérôme, de Maxime Loukou. Hein, il est phénoménal depuis sa première cape avec l'équipe de France cet automne. Il colle au ballon, il est intelligent, il a l'agnac, il s'est clairement installé, je pense, comme le dauphin d'Antoine Dupont en équipe de France. Quoi. Aujourd'hui, dans la gestion du jeu, il a une longueur d'avance sur Baptiste Couillou. Il est incroyable, Maxime. Et je tiens à dire que c'est un homme très sympathique, qui s'exprime bien, qui dit des choses intéressantes. C'est un plaisir de travailler avec lui.
Très bien. Et donc l'UBB qui sera sûr d'être premier donc à la fin de cette journée puisque le Stade Toulousain, son match a été reporté face au MHR. On vous le rappelle, pas de match en ce dimanche. L'UBB donc est premier largement et comme je le disais tout à l'heure, le CA Brive en revanche avec cette défaite 19-22 à domicile entre dans la zone rouge avec 13e place de barragiste avec un match un prochain Brive-Biarritz qui va être tellurique. Oui, exactement. Encore un match capital pour les Biarros. Il ne faudra pas trop en manquer s'ils veulent rester en top 14. On enchaîne avec ton coup de gueule, Marco. Et pour avoir fait le tour on aura fait quasiment le tour de toutes les rencontres comme ça. Et il concerne une autre rencontre, le Castres Olympique qui recevait le Stade Français. Et une fin de match, une nouvelle fois houleuse à Castres. Alors écoute, j'ai pas l'habitude de taper contre les arbitres. J'ai moi-même, à mon humble niveau, à très petit niveau, été arbitre pendant 2 saisons et je connais un petit peu la difficulté de la tâche, ou au moins je l'imagine. Malgré tout, il y a une série de mêlées à 5 mètres de l'embut de Castré hier, où la poussée de la mêlée parisienne semble claire, semble nette et précise. Mathieu Rénal, donc l'arbitre de ce match, a choisi de ne pas donner de pénalité au Stade Français, voire un essai de pénalité qui aurait pu renverser la rencontre. Est-ce qu'il a vu des choses qui m'ont échappé? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'aimerais bien lui poser la question ces jours prochains parce que ouais, je trouve que c'est un peu dur pour le paquet d'avant parisien qui était à ce moment-là du match ultra dominateur. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant ça, les débats avaient été âpres, le match poussif, voire médiocre, quoi. Donc peut-être que le paquet d'avant parisien aurait dû se réveiller aussi avant. Voilà, le déplacement du Stade Français qui, une nouvelle fois, se solde 100 points et le Castres Olympique qui poursuit cette formidable série de victoires à domicile. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Ça fait quelques fois qu'ils ont très très chaud à domicile. On pense notamment à la dernière victoire contre La Rochelle et ce coup de pied manqué, ces 2 coups de pied manqués par Yaya West en toute fin de match. Car une fois encore, ils ont eu chaud hier, mais l'information, c'est que cette série tient toujours pour les Castrés. Donc plus d'1 an sans perdre à domicile et cette victoire donc 15-9 face au Stade Français qui leur offre quand même une 3e place au championnat. Voilà, Castres Olympique est pleinement dans cette lutte pour les 6, très bien installé. La dernière rencontre qu'on n'a pas évoquée, c'est la victoire du Loup 35-10 face à la section paloise. Voilà, pas grand-chose à dire. Les Lyonnais ont largement dominé les débats. Pas de prono, puisque ce dimanche, aucune rencontre n'aura lieu. Toutes les rencontres sont jouées. La rencontre entre Toulouse et Montpellier, comme je l'ai dit, est reportée, tout comme l'autre rencontre entre Toulon et La Rochelle. L'émission s'achève ainsi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Baptiste, merci Jérôme. Au revoir. Au revoir, Marc, au revoir Baptiste. Et bonne galette des rois à tous cet après-midi. Merci.